Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là, merci de nous suivre, merci de nous encourager. Si vous n'êtes pas toujours abonné à notre chaîne YouTube, allez vous abonner. Les chiffres continuent à monter, puis on est très reconnaissants, puis on vous apprécie énormément. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes audio, dont Spotify, Apple Podcasts et partout ailleurs où vous aimez télécharger vos balados préférés. Comment ça va, Salim? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va avoir une excellente discussion. Premièrement, parce qu'on connaît notre invité. Donc, c'est toujours plaisant un peu de savoir qu'on va parler un peu plus confortablement. Puis, d'autre part, je pense qu'on va avoir du plaisir parce que depuis qu'il est devenu une grande personnalité médiatique, je me trouve souvent à être d'accord avec ses propos, surtout quand il critique le gouvernement de Justin Trudeau. Ben écoute, George, effectivement, nous le connaissons depuis déjà plusieurs années. Moi, j'ai eu le plaisir de le connaître à une époque où il était staffer à Ottawa, puis moi, j'étais staffer à Québec. Il se trouvait que j'avais les dossiers du commerce international et particulièrement de la négociation Canada-Union européenne pour lequel le Québec prenait part. Et lui travaillait pour le ministre du Commerce international du Canada et donc travaillait étroitement avec les acteurs de cet accord-là. Rodolphe Ousny, bonjour. Salut Salim, salut Georges, plaisir d'être ici. Ben, c'est un plaisir pour nous de recevoir. Je sais que tu es tellement occupé, donc on est dit, garde, on devrait avoir Rudy un jour, là, puis on savait pas quand est-ce que tu aurais le temps. Puis, c'est pas que je suis occupé, c'est Justin Trudeau qui nous garde occupés avec tout ce qui se passe à Ottawa et en politique fédérale, donc c'est plutôt lui qui nous garde occupés. Oh mon Dieu, je pense que vous deux, vous allez vous retrouver là-dedans aujourd'hui. Alors, écoute, ben merci de venir participer à cette discussion. On a ce podcast depuis une année à peu près, un peu plus, là, comme tu le sais, puis plusieurs personnalités politiques, des médias et aussi des stratèges comme toi. Là. Je sais que toi, on te définit souvent dans les médias comme un stratège conservateur. Oui. Alors justement, regarde, c'est sûr que tu as gagné en notoriété dans les derniers mois, mais disons qu'on va faire juste un petit 2-3 minutes, là, un petit peu. Rodolphe, qui il est, comment il est arrivé en politique et c'est quoi cette piqûre-là? Là? Ben écoute, arrivé en politique, ça a commencé, si je me souviens bien, c'était autour de 2009. J'ai décidé de quitter mon emploi. J'étais à l'époque comptable de formation, puis j'avais la piqûre politique. J'ai toujours aimé la politique. J'aime surtout l'histoire en commençant, puis naturellement, l'histoire et la politique, ça va ensemble. Et après, j'ai décidé que je voulais être candidat conservateur et le comté qui était le plus intéressant, là où j'avais des racines, mais aussi qui était intéressant stratégiquement pour moi, c'était Outremont. Parce que Thomas Mulcair était député, était chef adjoint à l'époque du NPD. Donc, je me suis dit, ben écoute, il va au moins me donner un débat local à Outremont si je me présente. Ça va être comme mon baptême du feu. Et je vais voir si j'arrive à tenir la rhétorique, si j'arrive à faire au moins un débat avec Thomas Mulcair. Donc, l'élection de 2011, c'est ce qui est arrivé. En fait, à la fin, je crois qu'on n'en a pas fait un, on en a fait au moins une dizaine parce que ça a commencé par un. Puis le Parti conservateur m'a dit, partout où il va, Thomas Mulcair, tu le suis. Donc, c'était super intéressant. Et ça a donné qu'ensuite, après l'élection de 2011, le gouvernement Harper est devenu majoritaire. On m'a demandé si je voulais venir travailler à Ottawa. Ça a été très facile d'une certaine façon. Ils m'ont dit, t'as quoi comme formation? Ben, j'ai dit comptable. Puis ils m'ont dit, mais t'as un accent français un peu, là. T'as pas l'accent québécois à 100%. Ben, j'ai dit, écoute, j'ai étudié en Europe. Ils m'ont dit, c'est parfait. On a ce qu'on appelle l'accord de libre-échange Canada-Europe qu'on est en train de négocier. Tu vas aller au commerce international. Et j'ai fini au commerce international pendant 4 ans pour EdFast. Et pourquoi je suis dans les médias aujourd'hui? Ben, en fait, ça a commencé vraiment avec la course à la chefferie du Parti conservateur parce qu'il y avait Jean Charest qui était candidat pour le Parti conservateur. Et les médias anglophones m'ont appelé parce que je les connaissais, j'avais été directeur des communications dans le gouvernement Harper. Puis ils me disaient tous, ben écoute, on a besoin de quelqu'un qui nous parle de qu'est-ce qui se passe au Québec. Il y a un candidat du Québec, Jean Charest. Et en fait, c'est les médias anglophones qui m'ont fait confiance avant les médias francophones. J'ai fait beaucoup plus d'entrevues au tout début avec CBC et d'autres. Et après, ben, nul n'est prophète chez soi. Et après, c'est plus à la fin les médias québécois qui m'ont vu à la télé en anglais. Puis ils m'ont dit, mais tu parles français? Ben, je dis oui. Ils m'ont dit, ben viens aussi nous parler. Donc ça a commencé en fait
fait, pendant la course, parce que moi, j'étais neutre pendant la course à la chefferie entre Pierre Poilievre et Jean Charest, parce que moi aussi, j'avais été candidat en 2019. Oui. Après le départ de Andrew Scheer, quand il y avait à l'époque, il y avait Erin O'Toole et Peter MacKay. Alors après, j'avais décidé de rester neutre. Et en fait, c'est comme ça qu'il y a eu ça. Il y a eu après l'élection provinciale. Et maintenant, ils m'ont demandé, vu qu'on est peut-être... on ne sait pas quand est-ce que l'élection va avoir lieu au fédéral, en 2024, en 2025. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait petit à petit ma place. Ou en tout cas, j'ai eu quelques tribunes, que ce soit Radio-Canada, 98.5. J'écris dans Le Devoir aussi. Donc quand même, effectivement, tu as passé quoi, 4 années assez intenses au sein du gouvernement Harper. Oui, 2011 à 2015. Puis par la suite, je pense que tu as travaillé aussi dans le cabinet de Andrew Scheer, qui était à l'opposition officielle. Donc oui, ben en fait, en 2015, moi, j'ai quitté le Canada. Quand Trudeau a été élu, j'ai dit... Moi, à ce point-là? J'ai dit, honnêtement, je donne pas mes impôts à Justin Trudeau. Je suis parti dans le Golfe. J'ai habité à Oman, j'ai habité à Dubaï, j'ai travaillé un peu en Arabie Saoudite. Et avant la campagne de 2019, certains anciens collègues à moi m'ont rappelé puis m'ont dit, ben écoute, est-ce que tu voudrais revenir pour être stratège pour Andrew Scheer, la campagne de 2019? Donc, j'ai comme dit, ben oui, je voulais pas comme ça faire la campagne de être dans le Golfe et pas au moins m'impliquer. Donc, je suis revenu pour cette campagne-là et j'ai été, stratège, en tout cas directeur des relations avec les intervenants et la campagne. J'étais dans la fameuse qu'on appelle la War Room. Mm-hmm. Donc, j'avais jamais fait une campagne dans une War Room. Je l'ai fait pendant la campagne de 2019. Qui était une pas pire campagne en passant. C'est sûr que ça avait... en tout cas, il y a eu un virage à un moment donné, là, mais c'est ça. Mais George, moi, ce que je constate quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a avec nous quand même quelqu'un qui connaît bien le Parti conservateur de l'intérieur. Là, donc... Mais pas juste le Parti conservateur, en général, la politique au fédéral. Et on va se rendre là-bas, mais avant, juste parce qu'on était dans le sujet des médias et de toute cette attention-là que tu as obtenue depuis la campagne au leadership. Moi, ce que je remarque, puis on a souvent parlé de ça avec Salim, c'est que les médias traditionnels, surtout au Québec, c'est pas mal centriste, assez souvent centre-gauche aussi. Donc, d'avoir une voix qui est plutôt conservatrice et qui s'assume, je trouve ça quand même rafraîchissant. Et c'est pas de dire que moi, je suis conservateur, puis toi, t'es libéral ou whatever. Ça n'a pas rapport, la partisanerie. C'est juste... Le contenu médiatique, le fait qu'il y a l'autre côté de la médaille, que souvent, par le passé, moi, personnellement, je sentais que ça n'existait presque pas. On a eu Luc Lavoie, évidemment, l'autre fois sur le podcast. Donc, lui, il en était une. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'aimerais juste avoir un peu ton point de vue là-dessus. Toi, comment tu te sens? Parce que j'imagine que, à la radio, à la télé, les gens autour de toi sont peut-être qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? C'est quoi ta perception? Ben écoute, j'ai pas envie de faire la victime et je me vois pas comme une victime, quoi que ce soit, mais je t'avoue que c'est plus difficile pour un conservateur ou d'être identifié conservateur dans les médias que si, par exemple, j'étais de centre ou de gauche ou que j'étais pour la souveraineté. J'ai comme l'impression que, quand on est de gauche, c'est parce qu'on a du cœur. Si on veut un pays où on a de la souveraineté, ben, c'est parce qu'on a un idéal ou quoi que ce soit. Et on dirait que quand tu es conservateur ou tu es identifié comme conservateur, on te déshumanise d'une certaine façon. Tu veux juste payer moins d'impôts. Tu veux payer moins d'impôts, tu veux moins d'État, tu crois pas à ci, tu crois pas à ça. Donc, j'ai quand même l'impression que des fois, souvent, c'est plus difficile pour nous de faire notre place. C'est plus difficile qu'on nous donne des tribunes. Et c'est pas pour être une victime, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'aussi la barre, elle est beaucoup plus haute pour nous. Ça veut dire on doit faire très attention à ce qu'on dit. On dirait que si on fait des erreurs, on va plus nous les reprocher, par exemple, que d'autres. Et c'est pour ça aussi que beaucoup ne veulent pas y aller. J'ai beaucoup d'anciens collègues que des fois, je leur dis hey, tu voudrais pas aller parler de ci ou tu voudrais pas parler de ça, puis ils me disent jamais de la vie. Ça fait pas aussi... Aussi, il y a un truc culturel, nous, du Parti conservateur, et peut-être c'est l'école Harper, c'est que nous, on n'était pas habitués à se mettre de l'avant. Ça n'existait pas pour nous. Ça veut dire des conseillers politiques qui se mettent de l'avant ou même qui tweetaient comme aujourd'hui, je vois à Ottawa ou à Québec, on connaît, ça n'existait pas. Nous, on ne tweetait pas, on ne donnait pas notre avis. À la limite, on parlait, comme vous connaissez l'expression, en background, mais c'était tout. Moi, ça m'a vraiment surpris, par exemple, Justin Trudeau, à quel point Gerald Butts, son secrétaire principal à l'époque, quel poids médiatique il avait. C'est-à-dire, moi, c'était inconcevable pour nous, en tout cas, comment moi j'ai été formé dans le gouvernement Harper, l'école Harper, si je peux l'appeler.
c'était pas comme ça du tout. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est... Mais même au Québec, en passant. Tu sais, par exemple, moi, c'est la première fois que je vois un directeur de cabinet tweeter, un directeur de cabinet de PM. Donc, par exemple, M. Koskinen. C'est ça. Je le vois tweeter, je le vois parfois même répondre à des députés de l'opposition ou autre. C'est ça. Ce qui est très rare. Je me souviens pas de ça de l'époque du PQ ou du PLQ. Mais c'est aussi un signe que les temps ont changé aussi. C'est ça, les temps ont changé. Nous, quand on était là, moi, j'ai commencé en 2007, 2008. Tu sais, Facebook est rentré, Twitter était là avant, mais c'est plutôt vers 2000. Ouais, c'était plutôt vers 2009, 2010 avec tu sais, la montée de Barack Obama, puis tu sais, la venue de Justin Trudeau que les médias sociaux ont pris un peu la place. Mais avant ça, oui, c'était pas très habitué. On n'était pas trop habitué de tout mettre sur les réseaux sociaux et de nous exprimer. Tu sais, je vais te donner un exemple, tu sais, puis ça, c'est un exemple connu aux États-Unis. Le speechwriter de George W. Bush a été renvoyé quand il s'est sorti qu'en fait, c'est lui qui avait écrit la fameuse phrase « Axe du mal »,« Axis of Evil ouais. ». Oui, quand on a su qui c'était et que ça a transpiré dans les médias, il a quitté parce que le crédit ne va pas à un speechwriter, il va au président des États-Unis. Comme moi, dans mon école politique, ça veut dire on faisait des choses... Les mauvaises nouvelles, c'est pour les conseillers politiques. Les bonnes nouvelles, c'est le ministre, ça veut dire. Mais pourtant, ça a bien pogné, cette phrase-là. Oui, mais quand c'est sorti, il a finalement quitté, ou en tout cas, il ne pouvait plus rester en fonction. Mais ça, c'est intéressant parce que effectivement, dans le fond, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans le staff politique, il y a une volonté d'exister. Oui, Or, la norme veut que normalement, le staff politique n'existe pas. Celui qui existe, c'est le ministre que tu représentes ou le premier ministre que tu représentes. Mais effectivement, puis toi, tu as été secrétaire de presse, je l'ai été moi aussi, directeur de communication aussi, etc. Là. On a tous eu des petites idées de génie que nos ministres ont utilisées pour lesquelles nous n'aurons jamais le crédit. Oui, mais c'est pour ça que dans les coulisses, ça veut dire nous, en tout cas, si on décidait d'être conseiller politique, on le savait que la définition de tâche, c'est d'être des conseillers de l'ombre. C'est ça. Par exemple, on apprend que maintenant, Luc Lavoie, par exemple, partage des histoires de l'époque Mulroney. Il peut le parler maintenant, mais 40 ans plus tard. Moi, je vous le dis tout à fait honnêtement, j'ai des fois de la difficulté, si je vois certaines situations, dire c'était quoi mon rôle ou quoi que ce soit. Tu sais, as parlé de Canada-Europe. J'en ai plein des anecdotes de Canada-Europe, mais je me sens pas encore l'habilité même des fois de les partager ou de le dire, qu'est-ce que c'est vraiment passé en coulisses. J'ai quand même l'impression que le temps n'a pas fait. Je me vois pas encore déjà écrire un livre sur qu'est-ce qui s'est passé ou des choses comme ça. Non, puis surtout pas sur notre podcast, parce que la dernière fois que quelqu'un a raconté une anecdote, c'est pour ça. Ça n'a pas bien été. Parlons un peu justement de l'état de la politique au fédéral. Justin Trudeau, puis moi je l'ai connu personnellement, Justin Trudeau, parce qu'il y avait le comté au fédéral que nous on représentait au provincial, donc on a beaucoup collaboré. Pour eux, c'était Papineau, nous, c'était Laurier-Dorion. Oui. Donc, on a beaucoup appris à se connaître, à travailler ensemble. Puis, tu sais, au début, moi, je me rappelle, le monde était fou de Justin Trudeau. Hein. C'était une vague, vraiment. Il y avait la Trudeau-mania. Nous, on l'a vu de près. Puis, on pensait, lui, regarde, il va passer dans les livres d'histoire comme le plus populaire premier ministre, le plus beau, le plus aimé, blablabla. Trouve-toi les adjectifs, là. Je trouve que depuis peut-être 2019, ou si on veut vraiment l'étaler à 2021, à la dernière campagne, moi je pense que c'était même avant ça, ça va pas si bien pour lui. Les gens commencent à réaliser que tes politiques sont un peu dures à croire. On voit pas vraiment des résultats tangibles. Les relations avec le Canada et le reste du monde, c'est fragile. Là, cette année... plus cette année que les autres auparavant, on voit que même les relations entre les provinces et Ottawa s'empirent de plus en plus. Comment, toi, tu vois ça? Ben, écoute, je vais te dire quelque chose. Avant, quand je disais il y a quelques années que je suis un ancien du gouvernement Harper, on me lançait des tomates encore. Harper, c'était un pire bilan, puis quoi que ce soit, puis tout ce que tu veux. Puis j'ai l'impression que maintenant, de plus en plus, que des fois, je dis, nous, à l'époque Harper, je me fais moins attaquer. Ça veut dire, parce que je me pose la question vraiment en termes de, ça va être quoi le legs politique de Justin Trudeau? Je ne sais pas quand est-ce qu'il va partir. C'est à lui de prendre la décision.
Mais quand je regarde maintenant le passé, j'ai l'impression qu'envers le premier ministre Harper, on commence à dire le pays était bien géré, contrôle des finances était important. Même des choses, par exemple, qui disaient, à l'époque, on disait, Stephen Harper nous faisait honte à l'international, ou il avait coupé les affaires étrangères, ou des choses comme ça. Maintenant, quand tu regardes le bilan, que ce soit les affaires étrangères, quand tu regardes les dépenses, quand tu regardes la dette, et tu te dis, mais en fait, grosso modo, ça va être quoi le legs politique de Justin Trudeau, ces 8 ans, 9 ans au pouvoir, à part légaliser la marijuana, par exemple, et avoir doublé la dette, je commence à avoir de la difficulté à me dire, mais il a fait quoi de vraiment... Tu sais, Brian Mulroney vient de décéder il y a quelques temps, puis on a parlé de son bilan, on a parlé à quel point il a voulu transformer le Canada. Puis maintenant, Georges, je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que Justin Trudeau, il a oublié 2 éléments. Il a oublié que son rôle premier, c'est l'unité du Canada et le respect de la Constitution. Et là, pour l'instant, il ne le respecte pas du tout en termes d'ingérence des compétences, etc. Et surtout, même, je suis en train de voir, je me dis, mais est-ce qu'il fait exprès d'antagoniser le Québec puis de donner des armes à Paul Saint-Pierre Plamondon, par exemple? Alors, je me dis, mais attends, là, tu n'es pas en train de respecter la Constitution, tu es en train de l'unité du pays, qui est la responsabilité la plus importante pour le pays, tu n'es pas en train de le faire. Puis là, je ne suis même pas encore en train de rentrer dans tout cet argent qu'on a dépensé, tout cet argent, toute cette fonction publique qui a grandi. Et après, tu te dis, mais attends, là, j'ai de la difficulté à avoir des passeports, j'ai de la difficulté assis, la qualité des services n'a pas augmenté tant que ça. Donc, je me dis, mais il est parti où tout cet argent? Mais juste pour revenir un peu, puis je ne veux pas t'interrompre, parce que là, tu parlais, tu comparais à Brian Mulroney. Mais il faut dire que Brian Mulroney, quand il prenait ces décisions-là, quand il mettait en pratique sa politique, il n'était pas trop populaire non plus. On parle de la GST, l'accord, l'ALENA. Il n'était pas populaire. Donc, maintenant, avec le recul, quand on voit tout ce que ça a donné, on apprécie les politiques qu'il a mis de l'avant. Est-ce que tu peux voir un peu dans le futur, dans 10, 15, 20 années, je veux retourner à ce que tu disais, le legs de Justin Trudeau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait aujourd'hui que maintenant on peut peut-être voir dans le futur où on retournerait en arrière pour dire, finalement, Justin Trudeau, il a bien fait, là? Écoute, moi, je pense que, premièrement, la dette, on va s'en souvenir. Juste tu regardes le budget puis la proportion des taux d'intérêt, la charge, les frais minimums qu'on paye actuellement sur la dette, c'est quelque chose qui va nous suivre. Et le plus important aussi, je pense, on oublie souvent ça, mais moi, c'est comme ça que j'analyse un premier ministre. Et peut-être au provincial, vous avez l'expérience, c'est quand tu quittes ou quand tu perds le pouvoir, ça prend combien de temps pour que ton propre parti revienne au pouvoir? Parce que si tu as tué la brand de ton parti, si ça prend 12 ans, 13 ans, 14 ans pour que tu reviennes au pouvoir, c'est que tu n'as pas laissé une bonne image. Puis c'est ça la réalité. Si on regarde les conservateurs, en 93, ça a pris de 93 à 2006 après Brian Mulroney pour Stephen Harper, c'est 13 ans. Et encore, c'est-à-dire dans le sens qu'il y a eu une fusion. C'est ça, il y a une fusion. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu la fusion, peut-être que ça aurait duré encore plus longtemps. Oui, encore plus longtemps. Puis et tout ça. Puis regardez, au Québec actuellement, quand on regarde, ça va prendre combien de temps pour le PLQ pour se reconstruire? Puis tu sais, tu regardes Jean Charest, puis moi je trouve que c'est quelque chose qui va dans la colonne des plus pour Jean Charest. Jean Charest a perdu son poste, a perdu son siège, mais le PLQ est revenu 2 ans après avec Philippe Couillard. Donc, ça n'a pas pris si longtemps que ça pour que le PLQ revienne. Maintenant, je me pose la question, après Dominique Anglade ou après Philippe Couillard, dépendamment de qui tu prendras comme chef, ça va prendre combien de temps pour le PLQ de revenir? Donc, moi, c'est comme ça que je me dis, quand est-ce que, imaginons qu'on fait de la politique fiction, imaginons que Pierre Poilievre devient premier ministre, ça va reprendre combien de temps pour les libéraux? Est-ce que ça va être 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats? C'est ça, je pense, la question. Ça, effectivement, en fait, je suis d'accord. C'est très théorique, là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, le temps que tu passes dans l'opposition est un peu le reflet de l'état dans lequel tu as laissé ton parti aux yeux des Canadiens. Oui. C'est tout à fait vrai. Il reste que, quand les libéraux ont perdu face à Stephen Harper en janvier 2006, la marque libérale était abîmée par le scandale des commandites. Oui. Paul Martin, tout ça, oui. Exact. Jean Chrétien, oui. Alors, c'est sûr que là, on est un peu dans un cas de figure différent où on sent qu'il y a une sorte de fatigue électorale. Oui. On sent qu'il y a un certain ras-le-bol. Même ceux qui étaient favorables à un certain niveau de dépenses, peut-être qu'à un moment donné, trouvent que ça devient trop, c'est comme pas assez, en bon québécois. Oui.
Oui, c'est sûr que, bon, il y a dans les médias ou dans l'opposition, on pourra toujours dire que, bon, il y a eu un scandale par-ci, un scandale par-là, etc. Mais on va s'entendre, il n'y a aucun scandale aussi gros que celui des commandites qui a laissé le PLC dans cet état-là. Je sais pas. Ça veut dire, c'est vrai. Ça veut dire, en termes de We Charity, c'était gros. Je sais que oui. ça n'a pas pris l'ampleur, mais on parlait presque de 750. On allait presque donner 750 millions de dollars à gérer à un organisme qui était en fait les amis des autres, puis tu n'avais aucune rigueur. Non, mais je suis désolé, il y en a beaucoup. Là. Je ne veux pas t'interrompre, Oui. mais L'ingérence de la Chine étrangère, c'est pas fini. Là, on est que la. On en a parlé souvent dans ce podcast. Exactement. Ouais. Il y a le passeport, là, le Arrive Can de 60 000 $ est arrivé à des 60 millions. Comment? Et Jody Wilson-Raybould. Jody Wilson-Raybould, c'est gros quand même. Puis si tu regardes aussi, il y a quand même eu... Justin Trudeau, c'est le seul premier ministre qui a été blâmé 2 fois par le commissaire à l'éthique pour des vacances puis des voyages qu'on ne comprend pas. Là. Ça veut dire des trucs que c'est self, comme on dit en anglais, lui-même, il l'a fait. Il n'y a personne qui lui a dit « Hey, tu dois aller en vacances en Jamaïque ou aux Bahamas ou au Costa Rica. Mais écoute, moi, ce que je me dis, c'est que regarde actuellement les sondages. Puis regarde aussi, un truc qu'on a beaucoup parlé, c'est le budget fédéral qui est tombé la semaine dernière. Puis ça faisait, tu sais, cette stratégie d'avoir fait ce striptease, comme tout le monde l'a appelé, de 3 semaines de dépenses. Puis il y a eu le sondage léger qui est tombé, puis tu vois que ça n'a pas fait bouger l'horloge. Donc en fait, un gouvernement, puis vous connaissez ça aussi avec vous, votre expérience, tu sais, le budget, normalement, c'est ta carte maîtresse. Puis là, ils sont allés all-in. Puis ils ont fait une stratégie, soi-disant, novatrice de se dire, tous les jours, je vais investir des milliards, soi-disant. Et ils disent investir, pour moi, c'est des dépenses, mais c'est pas grave. Puis après, tu te dis, ils n'ont même pas fait bouger un tout petit peu l'aiguille. Alors, je pense que oui, Salim, le mot que tu as utilisé, c'est que la fatigue du pouvoir et le fait que le message ne passe plus et même, je pense que ce message de dépensier est devenu cristallisé parce que eux-mêmes ont mis de l'eau à leur propre moulin. Pourquoi est-ce que quand tu as une image d'être un gouvernement dépensier, tu fais un roll-out, excusez-moi l'expression, de 3 semaines où tous les jours tu annonces 1 milliard ou 2? Moi, je trouve qu'ils se sont eux-mêmes, puis quand tu regardes les sondages, ça n'a même pas fait bouger l'horloge. Mais ça n'aide pas non plus, Salim et Rudy, de voir que pratiquement chaque province est en train de critiquer le gouvernement fédéral. Donc, déjà, tu prends des politiques et oui, il y a la fatigue envers le gouvernement, mais en même temps, quand tu suis ta politique provinciale, tu as non seulement les premiers ministres, mais aussi les chefs des autres partis qui critiquent en même temps le gouvernement. Donc, ça vient de tous les bords. Oui, et puis la taxe sur le carbone, écoute, moi, je ne l'ai pas compris. Celle-là, ça veut dire s'il y avait un élément différenciateur entre les conservateurs et les libéraux. Et vous savez comment c'est. Une campagne, tu as besoin d'avoir un wedge, tu as besoin d'avoir une ligne, tu as besoin de savoir c'est quoi la différence. Justin lui-même a pilé sur sa propre ligne en donnant cette suspension pour l'huile de chauffage pour les provinces atlantiques. Ouais. Tu te dis, mais c'est pas possible. Ça veut dire, puis même encore cette semaine, on va parler d'un autre ami, Jack Meeting, le chef du NPD, même lui n'est même pas encore capable, ou en tout cas, il laisse le doute à savoir la taxe sur le carbone et il dit, oui, c'est vrai que ça fait mal aux familles. Donc, tu te dis, mais attendez, là, vous faites exprès, là, ça veut dire, tu regardes ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu viens de tuer la seule ligne de démarcation. Puis le NPD commence lui aussi à donner des arguments en disant « Ouais, c'est peut-être la taxe sur le carbone, c'est peut-être qu'on ferait quelque chose de différent. » Tu te dis « Mais attendez, c'est invraisemblable. » Donc, elle est où la ligne de démarcation entre les conservateurs et les libéraux? En tout cas, maintenant, sur la taxe sur le carbone. Puis même entre le NPD, c'est quoi? Le NPD veut devenir conservateur en disant qu'ils ne sont pas sûrs sur la taxe sur le carbone. Ça ne peut rien comprendre. Le phénomène NPD... pas NPD en général, mais surtout avec cette alliance qui a été créée entre NPD puis libéraux. Moi, puis on s'est posé la question avec Salim, jusqu'où irait Jagmeet Singh? Parce que ça se peut très bien, stratégiquement parlant, comme on dit en anglais, shoot yourself in the foot. Parce que là, tu n'as plus le gouvernement, mais à un moment donné, il va falloir que tu fasses campagne contre le gouvernement. Est-ce qu'il va avoir un problème, Jagmeet Singh? Parce que moi, je vois, puis on l'avait dit souvent là, sur le podcast, que Justin Trudeau a tiré un peu la ligne vers la gauche. Moi, je pense que stratégiquement, il veut aller chercher le vote du NPD. Parce que si toi, tu appuies le NPD puis tu sais que ton parti ne sera jamais au gouvernement, mais au moins, tu as un chef qui va passer des politiques qui sont près de ta plateforme. Là, on voit les taxes pour les gains en capitaux. C'est dans la plateforme du NPD. Il y a plein d'affaires. Dental care, pharmacare, toutes ces affaires-là, c'est dans la plateforme du NPD. Donc, toi, quand
tu es un électeur là, NPD, puis tu sais que, bon, mon parti, il n'y a pas trop de chance, mais au moins, on a Justin Trudeau. Peut-être que tu vas penser, bon, moi, je vais voter libéral. Donc, moi, je vois le lien de la stratégie que les libéraux ont faite pour peut-être tirer un peu vers la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire pour le NPD dans la prochaine campagne, ça? Ben, ça veut dire qu'il va y avoir un débat des chefs et je pense que durant ce débat des chefs, Justin Trudeau va dire très clairement à son message, il va dire aux électeurs du NPD, si vous ne votez pas pour moi, ben vous aurez Pierre Poilievre. Donc, ça va être ça le message. Puis les électeurs du NPD vont dire, ben c'est vrai, le seul moyen de voter, c'est ça. Puis le NPD, et tu viens de le mentionner, l'assurance médicaments, l'assurance dentaire ou tout ça, le NPD ne peut pas prendre le crédit, même s'ils disent oui, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous. Les gens s'est identifié au gouvernement Trudeau et non pas à cette alliance ou quoi que ce soit. Donc, moi, je vois la prochaine campagne électorale. Le message va être très facile. D'un côté, tu vas avoir Justin Trudeau qui va dire tout sauf Pierre Poilievre, votez pour moi, sinon vous aurez Pierre Poilievre. Puis avec un grand message en disant aux gens du NPD, votez pour moi. Et le message de Pierre Poilievre va être si vous votez pour le Bloc, vous aurez encore Justin Trudeau. Donc, ça va être ça aussi, le message pour le Québec. Oui. Donc, Pierre Poilievre va dire « Je suis la seule alternative à Justin Trudeau », puis envoyant un message au Québec en disant « Un vote pour le Bloc, c'est un vote pour Justin Trudeau ». Et Justin Trudeau qui va dire « Si vous votez pour Jack Meeting, ben, c'est comme si Pierre Poilievre va rentrer ». Alors, c'est sûr que ça va être une campagne fascinante. Ça, c'est certain. C'est vrai qu'on s'est souvent posé la question par rapport au NPD. Mais c'est-à-dire, allez, admettons, là, faisons de la politique fiction, même si, honnêtement, les sondages nous portent à croire que le Parti conservateur remporterait les prochaines élections. Les conservateurs, quand ils vont arriver puis qu'ils vont devoir faire le ménage dans les finances publiques, ça ne va pas être facile pour eux non plus. Là, on va se le dire. Là, parce que... non, mais c'est la pire job. Là. Absolument, c'est la pire job. En plus, la plus ingrate aussi. La pire job au plus mauvais moment, là où... Écoute, moi, je pense que tu vas arriver... les conservateurs vont arriver au pouvoir. Pierre Poilievre, il va arriver dans le fauteuil de premier ministre. Il va avoir des déficits qui sont, moi, je pense... énorme et presque structurel d'une certaine façon avec tous ces nouveaux programmes qui ont été engagés ou quoi que ce soit. Comment? Et vous savez comment c'est? Ça va prendre 2-3 ans pour essayer de faire une révision stratégique des programmes, d'identifier, de regarder comment optimiser, quoi couper ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que son premier mandat, ça va être que ça. Mais tu vois, par exemple, la nouvelle, les impôts là, sur le gain en capital là, qui passe de 50% à, je pense, 66%. Moi, j'imagine très bien Pierre Poilievre arriver puis dire, idéalement, je l'aurais enlevé, mais les finances publiques ne me permettent pas de l'enlever. Mm-hmm. Autrement dit, je ne serais pas en mesure de revenir ou d'avoir tout simplement un plan de retour à l'équilibre budgétaire. On s'entend que ça ne va pas se faire en se claquant des doigts ou en criant ciseaux. C'est sûr. Mais je le vois difficilement faire la promesse qu'il va l'abolir. Ou alors, ça va ressembler à Jean Chrétien qui disait qu'il allait enlever la TPS. Et abolir le libre-échange. Et abolir le libre-échange. C'était les 2 promesses de 84. Puis finalement, il n'y a jamais eu un gouvernement qui en a autant bénéficié. Tout à fait. Moi, je pense, Salim, que, puis encore, on parle hypothétiquement, si Poilievre gagne la prochaine élection, je pense qu'il y aura le luxe d'avoir beaucoup de temps avant qu'il existe une menace de libéraux ou d'un autre parti de le remplacer au gouvernement. Donc, moi, je pense qu'il est là pendant au moins 2 mandats et demi, 3 peut-être. 8. Non, mais ça veut dire il faut voir. Mais moi, pour revenir à ta question, tu arrives au fauteuil de premier ministre puis tu as 40 milliards de déficit le jour 1. Ouais. Puis deuxièmement, moi, j'y crois pas. En tout cas, j'ai pas envie d'être... Je vous dis pas que je suis un négationniste, mais le budget actuel, j'ai très hâte d'avoir l'analyse du directeur parlementaire du budget à Ottawa. Ouais. Parce que lui a dit que ce serait 47 milliards de déficit. Oui, ils sont soi-disant dit qu'ils vont aller chercher 20 milliards sur le gain en capital. En passant, moi, je ne crois pas. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'ils iront chercher 20 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup d'estimations. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment joué un tout petit peu. Puis c'est exactement pour ça qu'on a un directeur parlementaire du budget. En passant, pour la petite histoire, c'est Stephen Harper qui a voulu ça parce que
quand il y avait le gouvernement Martin, puis quand il y avait le gouvernement Chrétien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, soit ils surévaluaient les dépenses, puis après ils disaient, regardez comme on a bien fait, le déficit est moins élevé que prévu ou le surplus est plus grand que prévu. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit jeu comptable. Donc, j'ai hâte de voir... C'est prévu pour quand? Ben, normalement, écoute, ça va lui prendre peut-être un mois, j'imagine, ou quoi que ce donc soit. Ça s'en vient bientôt. Oui. Écoute, avant la fin de la session. Oui, ben, il va demander, il va regarder les différentes estimations, etc. C'est sûr qu'il va demander, ou en tout cas, le comité des finances publiques va demander, le comité des finances va demander que le directeur parlementaire vienne expliquer, ou en tout cas donne son avis sur le budget. Mais oui, écoute, puis cette taxe sur les riches, je sais que je l'ai déjà dit sur d'autres plateformes, mais c'est quoi un riche? Là? Non, mais moi, j'y crois tellement pas. Puis j'ai reçu tellement de messages de gens qui m'ont envoyé des messages sur mes médias sociaux. Et je suis sérieux. Un coiffeur m'a écrit. Un coiffeur m'a dit, je suis coiffeur et j'ai acheté un duplex et c'est mon fonds de retraite. Ouais. Je n'ai pas de retraite. J'ai travaillé toute ma vie. Non, je ne crois pas à la bourse ou je ne fais pas ça. Puis je me suis acheté un duplex. Puis l'augmentation de valeur, tu sais, on peut... Pourquoi, à la base, le gain en capital n'est taxé qu'à 50 %? Parce qu'il y a l'inflation. Ça veut dire c'est pas du gain. Tu n'es pas en train de... Si tu achètes quelque chose qui vaut 300 000 il y a 30 ans puis que tu le vaux 1 million aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu as fait 700 000. Ça veut dire que 1 million aujourd'hui, c'est l'équivalent de 300 000 il y a 30 ans. Tu n'as pas fait un gain en capital. Je sais qu'on dit que tu as fait un gain. Mais si tu regardes l'inflation, tu sais, les dollars d'aujourd'hui et les dollars d'hier. Donc, j'ai comme l'impression cette nouvelle taxe, ça va faire plus que pas seulement les riches. Je ne pense pas qu'elle a été bien ciblée. Et on est en train aussi, d'une certaine façon, tu ne peux pas comme ça changer des règles. Ça fait 10 ans, 15 ans. Tu sais, je crois que la dernière fois, c'était en 2004 sous Paul Martin. Alors, ça fait 20 ans qu'elle est là, cette règle du 50 % de taxa. Pourquoi tu la changes comme ça? En 2 mois, tu te dis, OK, on est au mois de mai, avril, puis si tu ne vends pas au mois de juin, ben on taxe un tiers de plus. C'est sûr que c'était un peu inattendu. Oui. Mais quoique le NPD l'avait réclamé, mais je veux dire, c'est quand même inattendu. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés le lendemain du budget en se disant WTF. Là, mais alors... juste une affaire. Je sais que toi, tu as surtout été un acteur sur la scène fédérale. Tu observes ça encore très, très bien, mais tu observes aussi ce qui se passe à Québec. Oui. Il se trouve qu'à Québec, on a un parti qui n'est pas nécessairement Québec solidaire. Non. Qui a décidé d'emboîter le pas au gouvernement fédéral. Comment t'expliques ça? Bon, tout d'abord, je veux dire quelque chose que peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, mais je voudrais féliciter le Parti libéral du Québec d'avoir pris la position de dire que c'était inadmissible que le Québec, comme ça, suit le fédéral. Parce que, souvenez-vous, combien de fois on a entendu François Legault, Éric Girard dire « On est au Québec les plus taxés en Amérique du Nord. On est au Québec les plus taxés en Amérique du Nord. » Et combien de fois ils ont dit, OK, nous, on va se battre, on est nationaliste, on est autonomiste, on est je sais pas quoi. Le fédéral va pas nous dire quoi faire pour l'immigration. Puis le fédéral, il va pas contester la loi 21, c'est pas de ses affaires. Puis le fédéral, il y a pas, nous, on va protéger le français, puis tout ce que tu veux. Puis quand vient le temps de dire à Ottawa, au Québec, on est déjà plus taxé que tout, puis non, vous n'allez pas nous dire quoi faire, ça a même pas pris 48 heures que... Comme ça, la CAQ, tout d'un coup, ils te disent « Ah, mais non, on va harmoniser aussi, puis on va aller chercher $1 milliard dans la poche des Québécois. » Honnêtement, ça fait aucun sens, puis bravo, en tout cas, au PLQ. Tu sais, souvent, des fois, je comprends pas des fois le PLQ, ou des fois, je trouve qu'ils... Nous non plus. Non, mais des fois, qu'ils ratent des opportunités, ou des fois, qu'ils réagissent trop, ils prennent trop de temps à réagir. Ouais. Là, j'ai vraiment envie de dire bravo, parce qu'ils sont sortis tout de suite. J'imagine que le fait qu'ils ont Marois Risky, qui est une ancienne fiscaliste et doctorat en fiscalité avec Fred Beauchemin, j'ai l'impression qu'ils ont allumé très rapidement, mais bravo, puis je la comprends pas de combien de fois, je le répète, combien de fois j'ai entendu François Legault et le gouvernement de la CAQ dire on est les plus taxés en Amérique du Nord, les plus taxés. C'est pour ça qu'ils ont baissé les impôts. C'est pour ça, par exemple, qu'ils voulaient donner des chèques ou quoi que ce soit. Puis là, tout d'un coup, ça ne les dérange pas d'aller chercher $1 milliard et de s'allier avec Justin Trudeau et de pas. Tu sais, c'est Roxham, écoute, les exemples sont il y a tellement d'exemples du Québec. La santé, c'est ça. Puis vous ne nous donnez pas assez d'argent pour la santé pour nous donner. Non, je ne la comprends pas. On va revenir au provincial parce qu'il y a pas mal d'affaires qui bougent là. Mais je veux juste peut-être terminer avec le fédéral parce qu'on a vu dernièrement, pas juste dernièrement, là, mais depuis le tout début, la montée de Pierre Poilievre. Oui. C'est pas juste dans quelques provinces, c'est partout. Dans chaque province, il est en avance, sauf au Québec, où il y a évidemment le Bloc. Comment tu vois ça? Est-ce qu'on s'entendait à ça? Et j'ai presque envie de te demander,
parce que moi, c'est un paradoxe pour moi, parce qu'on écoute souvent au Québec, il y a une allergie au poids palais, puis il y a une distance qu'on garde envers lui, mais quand on regarde les chiffres dans les sondages, c'est pas si pire que ça. Oui, écoute, tout d'abord, j'ai envie de dire que de mon expérience politique, puis c'est de la science politique, on ne vote pas, ça veut dire on ne vote pas pour l'opposition, on vote contre le gouvernement. Ouais. Donc, dans les chiffres qu'on voit et qu'on voit dans la montée des conservateurs, il y a tout d'abord, on doit le voir comme un rejet du gouvernement actuel. Et je vais vous donner un exemple. Je ne pense pas qu'au Canada, en 2006, tout le monde s'est levé en disant « je vote pour Stephen Harper ». Ils ont juste dit « on en a marre de Paul Martin, on en a marre des libéraux, on veut juste les mettre à la porte ». Puis c'est ça qui est arrivé. Puis beaucoup, je pense, ne savaient peut-être même pas le nom de Stephen Harper quand il est devenu premier ministre en 2006. Ouais. Ils ont juste dit, on veut juste l'autre gars. Grosso modo, c'est ça. Et je crois aussi que d'une certaine façon, on est aussi dans cette même dynamique parce que si on regarde dans l'histoire, il n'y a pas un premier ministre depuis Wilfrid Laurier en 1910 ou 12, je me souviens plus, là, qui a fait 4 mandats de suite. Donc, 2 mandats, c'est normal. 3, c'est quand même exceptionnel. 4, pousse pas ta loque. Donc, ça veut dire que c'est normal que c'est l'alternance du pouvoir normal et que, d'une certaine façon, oui, les conservateurs, et on peut donner crédit à Pierre Poilievre en termes de son message est simple, son message est clair, etc. Mais il y a aussi énormément juste du rejet du gouvernement actuel, puis surtout de la personne de Justin Trudeau, parce qu'on a parlé tout à l'heure des médias sociaux puis de la communication. Moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, peut-être c'est quelque chose qui va rester, mais le fait d'être autant médiatisé, le fait d'être autant une star, j'ai quand même l'impression que ça fait que ta date d'expiration, elle vient plus vite. Ça accélère comment dire, cette fatigue dont on parlait tout à l'heure. En fait... Tu le vois trop, donc, et c'est pour ça que à Noël, juste avant Noël, dans une émission, on m'a demandé qu'est-ce que tu souhaites à François Legault en termes de cadeau de Noël. Puis moi, j'ai dit, François Legault, il ferait mieux de moins parler dans les médias, de moins parler aux journalistes, d'arrêter de faire des boutades dans les corridors de l'Assemblée nationale. Ça ira mieux pour lui. Là, c'est rendu qu'il est en train de planter des arbres, mais... Il le fait en discrétion. Mais si tu remarques, d'une certaine façon, bon, la CAQ, on pourra en parler, mais tu sais, la CAQ, elle a remonté un tout petit peu dans les sondages. Oui. Est-ce qu'ils ont arrêté leur glissade ou pas? On verra. Mais moi, je pense que c'est ça l'effet. Donc, d'un côté, je pense qu'un premier ministre, puis un politicien de façon générale, la leçon qu'il faut se souvenir, c'est ne parle pas quand tu n'as rien à dire. En passant, c'est peut-être pour ça, et puis d'ailleurs je le partage avec les gens qui nous écoutent, mais c'est peut-être pour ça qu'on a aussi un peu moins de caquettes. C'est pas qu'on veut pas les avoir, c'est pas faute d'essayer. Non, je sais. Mais je crois que le mot d'ordre, un petit peu, c'est d'essayer d'arrêter ce qui est inutile. Puis on est considéré peut-être inutile par un certain nombre. Mais regarde, on dira pas de nom, évidemment. On a des amis à la CAQ, évidemment. Bien sûr, moi, je qu'on me rappelle, aime beaucoup d'ailleurs. À la fin de l'année passée, j'ai envoyé un petit message, je dis « Hey, tu veux-tu venir? » Je dis « Pour l'instant, je pense qu'on va... C'est un peu chaud. On va prendre un peu, tu sais. Non, juste pour terminer sur Justin Trudeau, je pense que c'est ça. Il y a aussi le facteur de l'hypermédiatisation, le fait qu'il était tout le temps dans les médias, que c'était tout le temps lui le porte-parole, tu sais. Sur tous les sujets. Ben, sur tous les sujets, donc la fatigue vient plus vite. C'est ça, et c'est pour ça que je pense qu'à la CAQ, d'une certaine façon, si tu veux qu'on passe au provincial, je pense que c'est sage de François Legault, surtout qui est bas dans les sondages, de prendre un pas de recul et de pas comme ça tout le temps faire des sorties parce que normalement, quand tu n'as rien à dire, ben, tu sors pas. Bon, tu me diras, Stephen Harper, c'était un autre extrême, mais nous, c'était ça. Comme moi, j'ai appris comme ça, c'est-à-dire, on sort pas qu'on n'a rien à dire. On prend la petite porte par derrière. Est-ce que ça t'étonne de voir que Justin Trudeau est toujours là? Parce que nous, on en a déjà parlé. Moi, j'étais prêt à gager n'importe quoi que Justin Trudeau allait démissionner. Ben avant. On ne sait pas s'il va rester ou non, là, mais ça me surprend toujours qu'il est là. Et je me demande, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une autre analyse que nous, j'ai aucune idée, mais qu'est-ce qu'il fait là toujours au pouvoir, lui? Écoute, avant de répondre à ta question, puis vu qu'on est tous des anciens conseillers politiques, je vais te poser une question. Tu trouves ça bizarre, tu trouves pas ça bizarre plutôt que Justin Trudeau, ça fait 8 ans, presque 9 ans, 8 ans et demi qu'il est au pouvoir, puis avant ça, il était chef de l'opposition, pas chef d'opposition, mais il était chef de parti. Depuis le début, il a la même chef de cabinet. Ah. Est-ce que tu connais des conseillers politiques qui peuvent rester dans le poste le plus stratégique et le plus névralgique comme ça pendant 9 à 10 ans? C'est le cas du chef de cabinet de M. Legault, par exemple. Ben, c'est comme ça. Mais ça fait pas 9 ans. Mais, non, ça fait pas 9 ans, mais ça fait quand même 6 ans. Là. Mais pour moi, je la comprends pas, celle-là. C'est-à-dire, en tant qu'ancien conseiller politique, tu sais que nous, notre rôle, c'est d'être des pompiers. Quand tu es conseiller politique, tu dois prendre toute la pression et tout ça. Le fait qu'il a la même conseillère, sa
première conseillère, ce soit Katie Telford. Moi, je trouve que déjà, c'est rare que ça dure plus qu'un mandat. Surtout aujourd'hui, avec tout qui va tellement vite, les médias sociaux, le temps de réaction. Tu sais, Jean Chrétien avait Jean Pelletier, qui était son chef de cabinet, mais à l'époque, il s'envoyait des lettres. Là. Ça veut dire, tu envoyais une lettre, puis tu la recevais une semaine plus tard. Là. Tu sais, il n'y a pas de courriel presque. Quand quelque chose se passait, c'était 3 jours plus tard que c'était dans les médias. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme, allez, on envoie un téléx, puis peut-être qu'on recevra une réponse dans une semaine. Donc, c'est pour ça. Puis écoute, je sais pas. Je pense que le problème, les politiciens, puis il y avait un super bon podcast, pas un podcast, mais Penelope McQuaid à Radio-Canada hier en parlait. Les politiciens, souvent, ne savent pas partir. Ils préfèrent être battus que de quitter au bon moment. Ça veut dire, je pense que c'est le scénario de Jean Charest, je pense que c'était le meilleur. Il a perdu le gouvernement, puis il a perdu son siège, donc il n'a même pas eu besoin de démissionner. Ouais. Mais souvent, c'est ça. Souvent, on se dit c'est l'élection de trop. C'est ça. Mais alors, justement... Parce que Brian Mulroney, par exemple, a préféré quitter, n'est pas allé n'a pas fait l'élection de 93. Non, effectivement. Puis tu sais, ça avait donné la course au leadership qu'on connaît, avec aussi un résultat qu'on connaît, parce que de passer d'une des plus larges majorités de l'histoire, enfin la plus large en 84, à 2 députés, c'est quand même impressionnant, hein, comme chute, pour un parti, je veux dire. Ouais. Mais tu sais, ça c'est quand même c'est quand même très intéressant, parce que est-ce que c'est pas justement, à ton avis, là, on parle en séance d'affaires, etc., là, est-ce que c'est pas justement la façon dont on fait de la politique au Québec et au Canada? C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir un chef et de préparer 2-3 dauphins, peut-être le meilleur d'entre eux. Parce que généralement, quand tu fais ça, c'est sûr que tu te fais bouffer par les jeunes loups, là. Pendant longtemps, on a dit, on l'entend moins récemment, pendant longtemps, on disait... Legault, lui, va se faire manger par Simon Jolin-Barrette, par Mme Guilbeault, par d'autres, etc., qui ont le couteau entre les dents, etc. On le voit moins, on le sent moins, tu sais, je veux dire... Qu'est-ce que tu en penses? Oui, écoute, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je pense que la façon d'aller, puis finalement de quitter la politique en te faisant battre, c'est qu'en fait, tu n'as pas de regrets. Parce que des fois, par exemple, tu vas quitter puis tu dis merde, j'aurais pu peut-être faire un 2e, un 3e, un 4e mandat, des choses comme ça. Donc, déjà, au moins, tu as la certitude que, bon, on t'a mis à la porte, tu auras plus. Tu sais, un peu comme Bernard Landry qui a démissionné, qui aurait peut-être pas dû démissionner, puis que toute sa vie a eu des regrets. Puis tu viens de me parler de dauphins. Mais même les dauphins, c'est très rare, en tout cas dans la politique moderne, qu'un dauphin réussit à succéder. On l'a vu, par exemple, Kim Campbell après Brian Mulroney. On l'a vu, Daniel Johnson, ça n'a pas marché. Pierre-Marc Johnson, ça n'a pas marché non plus. Donc, tu vois, c'est très, très difficile. Ça a marché pour le père de M. Trudeau, après Lester B. Pearson. Il a réussi à continuer. Paul Martin, ça n'a pas été un grand succès. Un petit succès. Oui, un petit succès, mais bon, il a fait 2004, mais après 2006. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est très difficile. Puis même si aujourd'hui, tu me disais... OK, ils font une course à la chefferie au Parti libéral, puis ils mettent je sais pas qui, Mark Carney ou je sais pas qui, ben, si tu regardes l'histoire récente, il n'y a pas beaucoup de chances non plus qu'il arrive à renverser la tendance, parce que quand c'est quelqu'un du gouvernement, ben, il porte aussi la responsabilité de 9 ans ou le 8 ans. C'est-à-dire, imaginons que ce sera Chrystia Freeland ou quelqu'un d'autre. Ben, tu faisais partie du gouvernement. C'est-à-dire, Pierre Poilievre, c'est facile de dire « Hey, tu faisais partie du gouvernement, tu n'as pas le choix. » Tu sais, comme... Je ne sais pas si vous vous souvenez du débat de Brian Mulroney de 84 contre Turner. Oui. Et il lui disait « You had a choice ». C'était toi. C'était le tournant. Ben c'est ça. Donc, à Turner, il portait le bilan de Trudeau. Donc, si c'est un ministre de Justin Trudeau qui succède, il portera le bilan de Justin Trudeau. Si c'est quelqu'un qui n'a pas, ben souvent, ben, c'est très difficile de changer la tendance une fois que l'image d'usure du pouvoir des libéraux est cristallisée. Alors, tu dois sans doute être au courant de cette règle non écrite au Parti libéral du Canada. Anglais-français? Anglais-français, et je dirais souvent... Est-ouest? Ouais, mais je dirais souvent québécois, non québécois. Oui, c'est ça. Donc, vraiment ça. Parce qu'il y a des gens qui ont un peu contesté cette histoire-là avec le fait que Martin a succédé à Chrétien. Mais Martin, c'était un franco-ontarien, élu du Québec, mais c'était un ontarien. Oui, tout le monde le voyait comme un franco-ontarien et pas parce qu'il était élu à Ville-Marie. Là. C'est ça, exactement. Donc, fait que dans le fond, s'il devait y avoir un changement de leadership au sein du Parti libéral du Canada, que ce soit avant ou après les élections, là, on ne le saura pas. Penses-tu que c'est une règle qui va être maintenue? Sachant que le chef qui va être dans le creux de la vague, ça se peut qu'il ne devienne jamais PM. Écoute, moi, je vais te dire la vérité. Et sachant qu'il y a peut-être aussi des Québécois ou des Québécoises qui sont
intéressé par le poste de M. Trudeau? Écoute, je veux te dire, moi, je l'ai écrit dans Le Devoir, donc c'est déjà public il y a quelques mois. Moi, je m'étais dit que, et j'ai réfléchi en tant qu'entente stratège, que si j'étais ministre libéral il y a quelques mois et que j'avais des ambitions de peut-être succéder à Justin Trudeau, j'aurais déjà remis ma démission pour pouvoir avoir un tout petit peu de distance et de se positionner. Et pour l'instant, en tout cas, aucun ne l'a fait. Bill Morneau. Oui, Bill Morneau, oui, il a démissionné. Mais c'est pour ça, donc je me dis, stratégiquement, c'est un peu comme ça que tu le fais. Tu dois mettre au moins un tout petit peu de distance ou quoi que ce soit. Ensuite, je me dis, bon, mais combien de temps ils vont rester? Moi, actuellement, je ne sais pas qui va être successeur, ou en tout cas, je n'ai pas d'idée. Mais je vois plus, par exemple, un gars comme, une personne, comme François-Philippe Champagne dire, OK, je vais aller sauter à l'arène provinciale, par exemple, parce que l'avenir est fermé au fédéral ou quoi que ce soit. Et je ne vois pas... C'est des choses comme ça plus que je vois. Je pense qu'il y a pas mal de députés qui vont se dire, on ne va pas se représenter. Et je te l'avoue, c'est arrivé sous le gouvernement Harper, souvenez-vous. Peter MacKay avait dit « je ne me représenterai pas ». Christian Paradis a dit « je ne me représenterai pas ». James Moore a dit « je ne me représenterai pas ». Donc, tu sais, des fois, quand tu commences à avoir des poids lourds qui commencent à dire hey, « je ne ferai pas une autre élection », c'est que tu sais que c'est la fin. Et si tu n'as pas démissionné pour un peu prendre de distance, c'est très difficile après de reprendre le parti. Là, tu ouvres la porte au provincial, et spécifiquement avec François-Philippe Champagne. On entend les rumeurs, évidemment. Là, on est proche du parti aussi. Oui. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui risque de sauter dans l'arène politique provinciale avec tout ce fardeau-là, tout le baggage de Justin Trudeau et de cette fatigue qu'on vient de parler, est-ce que c'est une bonne idée pour lui ou peut-être qu'il devrait juste simplement prendre son téléphone, appeler quelqu'un parmi tous ses contacts qu'il a fait pendant ces 9 ans puis se trouver une job? Moi, j'ai 2 mots pour toi. Capitaine Canada. Moi, je trouve ça extraordinaire ce qui est en train de se passer au Québec et je me pose la question à savoir, vu que maintenant on est revenu dans l'axe traditionnel avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'assume à 1000% puis qui dit qu'il y aura un référendum, ça fait qu'on revient dans l'axe traditionnel fédéraliste, souverainiste ou indépendantiste ou séparatiste comme tu veux. Donc moi, la question c'est qui va être ce capitaine Canada? Puis on sait l'histoire, comment ça a été, par exemple. Quand il y a eu le dernier référendum, c'était pas Daniel Johnson, capitaine Canada, c'était un certain Jean Charest. Puis Jean Charest, il venait d'où? Il venait du fédéral, par exemple. Donc, moi, je le vois, en tout cas, François-Philippe Champagne, s'il y en a qui pourraient incarner d'une certaine façon au Québec ce capitaine Canada, je pense qu'en tout cas, il ferait partie d'une liste sérieuse en se disant, ben lui, peut montrer que le fédéralisme marche. Puis en plus, pour toi, c'est probablement le plus conservateur des Rouges? Ben, peut-être d'une certaine façon, oui. Ben, en tout cas, il pourrait... on va pas se faire d'histoire. Le Parti libéral du Québec, et vous avez fait campagne comme ça, et quand je dis vous, c'est vous, vous êtes le parti de l'économie, qui mieux qu'un François-Philippe Champagne, par exemple, pour redonner des lettres de noblesse économique, par exemple, au PLQ. Et moi, j'ai l'impression, surtout, le hasard fait qu'aujourd'hui, qu'on enregistre ce balado, ben, ils viennent d'avoir l'annonce de Honda en Ontario. J'ai comme l'impression qu'il est en train de terminer les derniers éléments de sa stratégie au Québec, au Canada. Je pense qu'il reste que, lui-même l'a dit, il me reste que quelques investissements. Puis c'est très intéressant, la date du prochain chefferie du PLQ. Je pense que la date de mise en candidature, la limite, c'est en avril. Avril, oui. Ouais. Bon, le prochain budget, c'est en avril. Donc, imaginons qu'il dépose un dernier budget au gouvernement fédéral. François-Philippe Champagne termine d'une certaine façon tous ses investissements, puis ensuite ferait le saut. Je ne trouverais pas ça bizarre. En plus, il n'y aurait même pas de partiel parce qu'à moins d'un an de la générale... En tout cas, moi, je pense que François-Philippe Champagne est à considérer et qu'il pourrait mettre ça en avant. Maintenant, le seul problème, c'est que Denis Coderre, maintenant, on est obligé un peu de lui donner raison parce qu'il avait dit que ce serait une élection sur le référendum, puis là, on est en train de voir qu'il a raison. Moi, je pense surtout que ça ne devrait jamais être Denis Coderre parce que je pense qu'il va planter le Parti libéral du Québec. Oui, non, effectivement. Bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement, mais je ne les ai pas encore croisées, pour être honnête. Mais alors, dis-moi donc, justement, toi qui as un peu de recul par rapport à ça, on a compris que pour toi, pour le PLQ, un profil comme celui de François-Philippe Champagne pourrait être très intéressant. Oui. Mais si on prend le problème à l'envers, oui.
pour François-Philippe Champagne, est-ce que le PLQ est intéressant? Puis là, je veux rien enlever à cette institution dans laquelle j'ai beaucoup milité, etc., puis qui a traversé le temps et l'histoire au Québec. Mais écoute, tu as travaillé, toi, pour des ministres fédéraux, tu as été proche de plusieurs d'entre eux. Tu sais, quand tu sors de là, il y a un certain... comment dire, t'as une certaine valeur, là, tu sais, je veux dire, t'as un prestige qui vient avec ça. Il a serré les mains des plus grands de ce monde, tant au niveau politique qu'économique. Pourquoi il ferait 8 heures de route pour aller rencontrer 3 militants dans un sous-sol d'église à Alma, à Saint-Georges, à Gaspé? Vous connaissez la politique, et la politique, c'est, bon, on dit toujours c'est une drogue dure, oui. Mais il y a aussi le fait, le service, et quand je dis le service, je parle dans le plus noble des situations. Puis je vais te donner un autre exemple, Jason Kenney. Jason Kenney, un ministre très influent au Parti conservateur sous Stephen Harper, il aurait pu aussi attendre son tour, il aurait pu être un successeur potentiel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en Alberta, ouais. Il a fusionné les partis, les deux partis divisés en Alberta, ouais. Il a gagné le poste de premier ministre. Bon, malheureusement, il y a eu des problèmes à la fin. Mais tu peux avoir le même raisonnement en termes de François-Philippe Champagne et de Jason Kenney en se disant « Oh, Jason Kenney a dit, il faut que j'aille sauver ma province, il y a un gouvernement NPD, puis quoi que ce soit, puis il faut qu'on se remette sur les rails. » Puis François-Philippe Champagne, qui fait un tout petit peu le calcul à la Jean Charest à l'époque, où Jean Charest aussi disait, regardez, je suis chef d'un parti, je viens de me rebâtir un tout petit peu. Il était passé de 2 à 20. Oui, presque 20 députés progressistes conservateurs. Mon rêve, c'est d'être premier ministre du Canada. Bon, Jean Charest a fait son deuil de devenir premier ministre du Canada et aller au Québec. Est-ce que François-Philippe Champagne va faire son deuil un jour en disant, il faut que j'aille sauver ma province, puis seulement moi peut affronter Paul Saint-Pierre Plamondon? Ce serait juste intéressant théoriquement. C'est pour ça que je te réponds juste en me disant, regarde, Jason Kenney aussi aurait pu dire, je reste à Ottawa, puis j'attends mon tour, puis peut-être qu'un jour je serai premier ministre. Il a préféré à sauter dans l'arène, puis aller, puis commencer tout en bas, comme pour essayer de fusionner les deux partis. Mais en même temps, Salim, puis on a déjà eu cette discussion-là, c'est quoi les options? Si jamais il est intéressé à rester et à demeurer en politique, un gars comme François-Philippe Champagne, une option, c'est de suivre Justin Trudeau, puis je pense pas qu'il est stupide. Le gars, il sait que l'avenir, il n'est pas prometteur pour le Parti libéral du Canada. Il reste en opposition pendant très longtemps. Okay? Le Parti libéral du Canada va souffrir un peu comme le Parti libéral du Québec. Ils vont avoir des problèmes à se rebâtir, rebranding. Les gens, ils adorent Justin Trudeau, donc tout est mesuré sur Justin Trudeau. Là, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas être facile, cette transition-là. Donc, tu assumes cette responsabilité-là et de faire les 10 prochaines années au moins en opposition ou faire un saut au provincial où le parti n'est pas en meilleures conditions, mais les circonstances qu'on est en train de voir avec la montée du PQ, ce discours-là de souveraineté, etc., le PLQ devient lentement une alternative, puis tu peux rentrer dans une vague. Mais alors, regarde, je suis à la fois 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire et 100% d'accord avec ce que Rodolphe vient de dire. Mais ça, c'est toujours avec la prémisse que la personne se sentent investis d'une mission quasi divine. Oui, oui. Et je peux très bien l'apercevoir chez un gars comme Jason Kenney. Je ne dis pas que ça n'existe pas chez François-Philippe Champagne, mais François-Philippe Champagne, avec sa formation d'avocat, avec ses implications dans le monde des affaires, etc., pourrait avoir une envie de voir ailleurs qu'en politique. Donc, c'est juste ça mon point, en fait. Mais en fait, ce que j'ai dit pour François-Philippe Champagne, ça peut s'appliquer à n'importe qui au Québec qui a un certain profil, qui a des compétences et qui a à cœur, en tout cas, que le Québec reste dans le Canada. Donc, moi, je trouve que maintenant, la course au PLQ devient de plus en plus intéressante. Et vous savez, en politique, il faut arrêter de croire. Puis, en politique, tu rentres en politique quand tu es bas puis tu montes. Ça n'existe pas que tu arrives puis directement, tu arrives au sommet. Puis c'est très, très rare. Là. Ça veut dire, normalement, personne... François Legault, là, il en a mangé, il a attendu à avoir son tour avant d'être premier ministre. Puis je veux juste revenir sur un truc. C'est comme Gabriel Nadeau-Dubois. Moi, ça m'a fait rire ces derniers mois. Là, j'entends Gabriel Nadeau-Dubois qui n'est pas sûr puis qui dit « je plafonne ».
C'est ça, la politique. Ça prend 10 ans. Là. Ça veut dire que tu construis quelque chose. Tu penses que comme ça va arriver? Non, François Legault, c'est ça. Pense à Jean Charest. Jean Charest, il n'a pas été élu. Pense à plein de politiciens. Il y a un cycle. Là. Donc là, maintenant, je me dis, imaginons que des gens étaient libéraux au PLQ. Tu te dis, j'ai un parti qui a quand même une base, qui a quand même un nom et qui t'arrive à construire. Puis c'est normal que tu vas en bas puis tu montes en haut. Mais c'est intéressant ce que tu parles des candidats. Parce qu'on parlait l'autre jour avec Salim, on parlait un peu de ces vedettes, ces grands noms. On avait évidemment mentionné Philippe-François Champagne. Puis là, on se demandait, est-ce que c'est ça qu'on a besoin? Parce que, on voit l'exemple du PQ où il y a un gars comme Paul Saint-Pierre Plamondon qui est rentré, pas vraiment connu, un jeune, convaincu, il a ses convictions claires, nettes et précises. Puis, il a ramené le parti. Il n'y a personne qui pensait que ce parti-là allait connaître une autre vie, là, renaître. Donc, il a fait, est-ce que la formule, parce que nous, on fait quand même ça depuis très longtemps, peut-être qu'on est une vieille école, je ne sais pas, nous, c'est toujours le réflexe, allons trouver quelqu'un de crédible, qui a un passé, qui a un historique, qui une vedette, si on veut. Est-ce que c'est toujours le modèle à suivre ou si on voit plutôt récemment ce qui se passe au parti, peut-être un nouveau visage, un jeune qui aura un peu le temps de s'appliquer. Puis je t'annonce ma candidature, George. Je t'annonce ma candidature. J'y vais, là, tu m'as motivé. Mais oui et non. Ça veut dire qu'il faut quand même que tu aies un certain contenu et contenant. Ça veut dire, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que ça prend cette vedette, cette personne connue? Non, je suis d'accord avec toi qu'on n'a pas besoin que ce soit 100% une vedette, mais que tu regardes quand même Paul Saint-Pierre Plamondon, puis je me trompe toujours sur son nom, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, il était quand même avocat de formation. Il est quand même allé à Oxford. Il était à travailler à McGill. Oui, à McGill. Donc, son CV quand même était quand même impressionnant juste de façon générale. C'est-à-dire, oublie la politique, tu dirais OK. Et c'est pour ça que je me dis que si tu veux aller en politique, il faut quand même que tu aies quelque chose à amener. Bruno Marchand, il n'y a jamais personne qui savait c'était qui Bruno Marchand. Là, ça veut dire maintenant, il y a quand même une certaine notoriété. Il a réussi à monter. Et puis, à Québec, j'ai l'impression que des fois, ça arrive plus, ce genre, la bombe ou quoi que ce soit, des gens que personne ne savait c'était qui. Puis après, ils ont réussi à percer. Puis regarde, maintenant, c'est une des personnes les plus influentes au Québec. Puis surtout, il ne faut pas perdre de vue, en fait, ce qu'on appelle en anglais Politics 101, c'est que ta légitimité en politique, tu vas la chercher des gens, que ce soit au sein de tes membres dans un parti politique ou auprès de la population. La légitimité, elle est surtout là avant d'être une légitimité due à ton CV, parce que ton CV, c'est pas un laisser-passer. Alors, c'est sûr que quand tu as un CV, c'est toujours mieux que quand tu n'as rien fait de ta vie puis que tu n'as jamais rien croisé, rien rencontré, puis que là, tu dois gérer une ville ou une province ou un pays. Ça, c'est certain. Mais il reste que c'est vrai qu'à un moment donné, on a un peu tendance à oublier que les politiciens, ils ont un objectif. C'est celui de s'assurer que leur population... de donner l'orientation à une machine administrative, celle qu'ils ont tirée d'une campagne électorale et des urnes, etc. Alors évidemment, ensuite, on rajoute à ça des qualités intrinsèques, parce que la population s'attend aussi de ses dirigeants d'être à la hauteur. Oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi, George. En politique, on ne devrait pas juste aller chercher des rockstars, surtout si les rockstars, at the end of the day, se retrouvent à pas être si compétentes que ça. Oui, puis écoute, le problème aussi, puis peut-être vous l'avez vécu, moi j'ai vu des ministres ou des gens influents que c'était des excellents hommes d'affaires ou c'est des excellents dans leur domaine ou quoi que ce soit. Puis en politique, c'est des zéros. Ça veut dire, Bill Morneau, d'après moi, il fait partie de ce groupe-là. Il y en a, puis on en a tous vu. Puis je ne veux pas pointer des doigts ou quoi que ce soit, mais c'est vrai. Puis des fois, ce n'est pas les mêmes qualités que tu as besoin en tant que communicateur. Puis on le voit un tout petit peu avec Fitzgibbon. Là. Fitzgibbon, il a un parcours extraordinaire. On ne peut pas douter de sa volonté de faire des choses sur l'économie puis de changer le Québec, qu'on soit d'accord ou pas. Mais en tout cas, on sait qu'il a la passion. Mais quand tu regardes son visage en conférence de presse, c'est comme... Il veut pas trop être là. Mais c'est exactement ça. Mais dans le fond, là, c'est que faut pas oublier que les politiciens, à la fin de la journée, c'est des êtres humains. Oui. Et ils ne peuvent pas avoir toutes les qualités et toutes les qualités en même temps. Il y a forcément des ajustements à faire. Puis, regarde, on prend François Legault, par exemple. Tu sais, François Legault, pendant longtemps, les gens disaient, mais là, on le voit pas trop premier ministre, etc. Ouais. Là, il est en train de faire son deuxième mandat de 4 ans. Ouais.
Puis pendant la pandémie, écoute, tout le monde ne jurait que par lui. C'était le bon père de famille, etc. Non, mais en politique, tu le sais, il faut croire en toi quand personne ne croit en toi. C'est ça la force. Puis regardez, moi, je me suis présenté, par exemple, à la chefferie du Parti conservateur. Tout le monde a dû se dire, mais pour qui il se prend lui, puis quoi que ce soit. Puis moi, j'avais aimé ça, je t'avais envoyé un message. Bon, ben merci, mais il y a dû avoir des WTF qui se sont envoyés dans mon dos, je le suis sûr. Mais je l'avais fait, par exemple, parce que je me suis dit, j'aime mon parti. C'était pas normal pour moi que le Parti conservateur du Canada n'ait pas un candidat du Québec ou un candidat francophone Bravo. Dans une course à la chefferie. Je me dis, on peut pas s'adresser aux Canadiens puis au Québec puis dire qu'on aspire à être au gouvernement si au moins dans la course à la chefferie, on n'avait pas quelqu'un du Québec. Bon, je me suis pas présenté après. Jean Charest s'est présenté, donc je me suis dit, j'ai pas besoin d'y aller. Jean Charest représente le Québec. Puis à la fin, ça fait que la victoire de Pierre Poilievre est encore plus légitime. Donc c'est pour ça que j'avais fait ça. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est qui ce crétin, qui se sont dit ça en 2020 ou quoi que ce soit. Puis maintenant, des gens qui me découvrent puis qui me disent, ah, ben il est quand même intelligent ce qu'il dit à la télé. Donc tu sais jamais, tu vois, c'est comme en politique, je pense qu'il faut d'abord croire en soi, puis il faut être discipliné, puis il faut être patient. Puis c'est pour ça que je reviens sur Gabriel Nadeau-Dubois. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois qui des fois remet en cause son avenir. Je me dis, hey, oh, prends ton temps, là, t'as quel âge? Là? Ça veut dire, c'est ça. Bon, moi, je pense que c'était plus des messages à sa base. Oui, ou de laissez-moi tranquille. C'est genre laissez-moi tranquille parce que, regardez, là, le parti pourrait aussi un petit peu s'écrouler, là, on va se le dire, parce qu'il essaye aussi d'être un peu plus pragmatique. Et c'est pas... Mais par contre, je vais revenir parce que je sais que le temps file puis on va bientôt achever, mais justement, tu sais, parce que tu étais en train de dire que bon, ben, il y avait sans doute des gens qui disaient ça n'a pas de bon sens que Rodolphe se présente à la chefferie, pour qui il se prend lui ou un truc du genre. Là. Mais sais-tu quoi? Dans la liste de choses que les gens devraient faire en politique que tu as énumérées, moi, je rajouterais une chose. C'est de cesser de décourager les gens. Parce que tu sais, souvent, on est en train de dire notre démocratie est malade, on n'a pas assez de bons leaders, on n'a pas de... Mais c'est parce qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de faire quelque chose, à chaque fois, quelqu'un arrive avec quelque chose de nouveau, quelque chose de rafraîchissant, puis qui se dit, ben, je vais m'essayer, puis je vais me faire entendre. Eh ben, il le fait pas. Puis toi, tu as eu le courage de le faire. Moi, honnêtement, je te le dis franchement, j'aurais pas eu ce courage-là, le courage que tu as eu de le faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'époque, quand je me suis dit, OK, ben lui, il était courageux, je savais que tu n'allais pas gagner la chefferie. Non, je le savais aussi. Je pense que toi aussi. Mais je m'étais dit, ben tiens, il a eu le courage d'aller passer ses messages, de se positionner, puis bravo pour lui. Non, mais c'est pour ça que moi, je pense que le Parti libéral du Québec, c'est tellement important une course à la chefferie. Et c'est ça que les gens ne réalisent pas. Ça veut dire, plus il y a de candidats, mieux c'est. Plus il y a un débat d'idées, mieux c'est. Parce que là, c'est l'opportunité pour mobiliser les gens, qu'il y ait un vrai dialogue. Donc moi, je trouve... C'est pour ça que je comprenais pas d'une certaine façon encore aujourd'hui pourquoi ils ont tellement attendu. Ils me disent, OK, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent y aller. Mais je comprends pas que maintenant, surtout maintenant, avec la dynamique qui a changé, avec un possible référendum, ou en tout cas que ça fait partie maintenant du discours politique, je me dis, mais waouh, quelle opportunité! Mais est-ce que tu penses qu'il va avoir un intérêt pour le parti? Ou si quelqu'un calcule, si quelqu'un a des ambitions politiques puis fait 1 + 1, pour moi, ça fait 2 là, actuellement. Ouais. C'est comme tu y vas, là. Puis à 40 000 $, là, c'est pas non plus... Non, ça, c'est pas la mer à boire. C'est pas non plus la mer à boire, là. Ça veut dire, c'est... Mais ça fait, tu sais quoi? Ça fait presque 1 an, jour pour jour, que ça a commencé à chuter un peu pour la CAQ. Avec l'annonce, le recul de cette annonce-là sur le 3e lien, puis depuis ce temps-là, ça commence à chuter. Ça n'arrête pas, mais le dernier sondage, peut-être qu'ils ont réussi à se stabiliser un petit peu, mais encore là, comme tu as dit, Rudy, on ne sait pas si ça va se maintenir. Moi, je me posais la question en préparation pour l'épisode d'aujourd'hui. La CAQ, là, si ça continue comme ça, puis on voit des gens, c'est Pascal Bérubé qui nous l'a dit ici, il nous dit « moi j'entends des petites affaires ici et là, des gens qui risquent de quitter. » Il nous avait prévenu. Là, il y a M. Éric Lefebvre qui est parti. Là, je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura d'autres. On a eu Samuel Poulin ici qui a tout nié. Il a dit « Non, écoutez, gars, le parti, ça va bien. On a une bonne équipe. Et puis c'est normal. Il ne peut pas dire autre chose non plus. On le comprend. » Mais là, avec l'annonce du député qui quitte pour le... C'est Éric Lefebvre. Éric Lefebvre, oui. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Puis là, j'ai commencé à penser, si des gens, comme tu as mentionné tantôt aussi, les gros noms commencent à quitter le navire, là, est-ce que la CAQ est ce parti-là avec une fondation quand même grande ou profonde
pour avoir des gens qui vont tout faire pour rebâtir ce parti-là et de se repositionner dans une éventuelle campagne ou whatever? Ou est-ce que ça a été juste un trend? Il y avait un leader charismatique qui a réussi d'avoir des gens un peu de partout pour créer cette coalition-là. Puis, bon, on a fait ce qu'on a fait, puis c'est fini, puis that's it. Oui, écoute, deux éléments. Premièrement, sur Éric Lefebvre, les gens, je pense, dans les médias ont oublié quelque chose. C'est qu'au Parti conservateur du Canada, nous, ils n'aiment pas normalement les vedettes. Et pour eux, Éric Lefebvre, ils ne le voient pas comme une vedette parce qu'il ne faut pas oublier qu'Éric Lefebvre, il y a des racines dans le Parti conservateur. Il s'est déjà présenté pour le Parti conservateur. Donc, si tu me disais que demain, quelqu'un d'influent de la CAQ vient et dit « j'ai envie d'être candidat pour le Parti conservateur », mais qui n'a jamais eu de racines conservatrices, qu'en fait, il fait juste en disant « regardez, je suis une vedette », en tout cas, je vous le dis, au Parti conservateur, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Ça veut dire qu'on n'a pas cette mentalité-là. On veut des gens qui ont fait leur classe et on préfère des gens qui ont commencé en bas et qui ont monté. Regarde, récemment, si tu regardes quelques nominations, en tout cas des nouveaux députés, ben beaucoup sont des anciens conseillers politiques parce qu'ils ont respecté ça, le fait qu'ils ont commencé en bas, puis qu'ils ont monté, puis qu'ils sont devenus élus. Donc, ce côté vedettariat là, de la CAQ, moi, je pense pas que ce serait un bon argument de vente. Dernière question. Oui. Avec un déficit de 11 milliards de dollars, est-ce que Éric Girard a encore une chance d'être... Moi, je le crois. Un, c'est pas ça, la subvention au King. Deux, on vient d'en parler, le gain en capital. Il se dit conservateur, puis il a augmenté le gain en capital pour les Québécois. C'est pas quelque chose qui est dans l'ADN de la partie conservateur. Puis encore une fois, oui, Éric Girard a déjà été candidat conservateur, donc c'est vrai, mais moi, en tout cas, je le vois pas que le Parti conservateur va lui ouvrir grand la porte, en tout cas. Vraiment, la dernière question. Est-ce que François Legault reste? Pour l'instant, oui. Je pense que, écoute, l'élection est en 2026. Vous le savez, comme moi, 6 mois, c'est une éternité en politique. 2026, ça veut dire au moins 4 fois 6 mois. Je pense qu'il y a le temps de beaucoup de choses qui Il fait la prochaine campagne, d'après toi? Je suis pas sûr de ça. Je pourrais pas m'avancer pour ça, mais pour l'instant, je te dis qu'il est encore au moins là 1 an. Puis, écoutez, là, moi, j'ai l'impression que juste le fait qu'il a pris un pas de recul, ben déjà, je pense que les choses s'améliorent. Donc, s'il continue un peu comme ça, puis qu'il laisse des fois plus des ministres faire des erreurs, ben après, tu as juste besoin de changer les ministres. L'avantage, quand tu prends pas tout le poids de la responsabilité sur toi, c'est que c'est pour ça que tu fais des changements ministériels et que c'est pas le premier ministre qui prend tout sur ses épaules. On va mettre un point là-dessus. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. On l'apprécie. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Rudy, merci beaucoup d'être là, man. Merci Georges. Merci Salim. Au plaisir. All right, guys. On se voit la semaine prochaine avec tout nouvel épisode. Bye bye.